Je pense que chaque personne peut réussir dans son domaine si elle rencontre les bonnes personnes. L'apprentissage, je trouve, c'est l'avenir. Aussi, je pense, si j'ai des petits yeux aussi, c'est parce que je travaille beaucoup. Et le travail, beaucoup de travail, c'est peut-être un peu de chance. Parce que la communauté est clé, parce que l'entraide nous possède, on a décidé de mettre en lumière tous ces visionnaires. Bienvenue dans le podcast Build a City for Good de Daphne. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Daphne. Moi c'est Sophie et je suis super heureuse d'être aux côtés de Pierre-Éric. Bonjour Pierre-Éric. Salut Sophie. Et si Pierre-Éric est à mes côtés aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Au-delà d'être un ponte de l'investissement, il est aussi la référence en termes de restauration. Et aujourd'hui, on reçoit le chef Pierre Sang. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Pierre. Alors, je me permets un rapide portrait. Donc, Pierre, tu es un chef français d'origine coréenne. Tu as fait tes armes auprès de grands chefs en France et en Grande-Bretagne. Et en 2011, tu es finaliste de l'émission Top Chef. Suite à ça, tu ouvres 5 restaurants au fil des années. Oh oui. Et j'ai lu également que tu étais un fervent militant contre le gaspillage alimentaire et un chef généreux qui défend les valeurs de la terre. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, Pierre ? Alors, je m'appelle Pierre Sang, je suis chef, voire entrepreneur, voire manager aujourd'hui. J'ai la chance de vivre un rêve. J'ai été déraciné de la Corée pour m'enraciner en France. Et grâce à une bonne grille de lecture qui a été mise en place par mes parents adoptifs et des rencontres professionnelles, aujourd'hui je suis, on va dire, un homme heureux. Voilà, je dirais comblé, malgré beaucoup d'échecs. Après on pourra revenir dessus. Mais aujourd'hui je suis vraiment comblé parce que grâce à mon métier, je vis un rêve de pouvoir rencontrer des gens comme Monsieur Paul Bocuse, Joël Robuchon, des Yannick Aleno, des Alain Ducasse et d'autres chefs. Je dirais pas forcément que dans mon secteur de métier. On parlait de Pierrick. Moi, pour moi, c'est mon Jedi. Moi, je suis un jeune padawan. Comme il peut y avoir d'autres personnes et que la vie, elle doit être inspirante, quoi. Et qu'est-ce qui t'a, à la base, donné envie de te lancer dans la cuisine ? Ce qui m'a donné envie de démarrer en cuisine, on va dire, c'est un fait de la vie, c'est l'adoption, en fait. J'arrive à 7 ans et demi en France. Je sais pas parler français. J'arrive dans une famille aimante. Ça, c'est plus qu'une chance. Avec un grand frère, avec un environnement autour sain. Et j'ai toujours eu la chance de vivre dans la transparence. Malgré ma différence physique, malgré mes lacunes, malgré mes échecs, j'ai eu toujours la sincérité autour de moi et la franchise. Et un peu de droiture grâce à mes chefs et aux entrepreneurs en fait, qui m'ont toujours su entretenir cette flamme. Et comment t'es venue cette fibre entrepreneuriale? Parce que le podcast a vocation à inspirer les entrepreneurs et à leur donner des tips pour réussir ou pour leur permettre de passer des étapes dans leur aventure entrepreneuriale. Toi, elle vient d'où? Tu as réussi à l'identifier ou pas? Parce qu'on ne se lance pas dans l'entrepreneuriat parce que tu es un vrai chef. Tu es un chef cuisinier, mais tu es aussi un patron de boîte. Comment tout ça t'est venu? C'est venu parce que c'est mon histoire. J'arrive en France à 7 ans et demi en étant adopté. On peut vivre cela comme une injustice ou comme quelque chose d'extraordinaire. J'ai eu une adolescence jusqu'à l'âge de 16 ans, 17 ans, très, on va dire, très nirvana. On peut parler de musique, on va dire hard rock et tout. Rock'n'roll. Ouais, rock and roll. Et surtout, la chance, c'est que c'est grâce à la France, grâce à plein de personnes que j'ai rencontrées qui ont su me guider et surtout transformer cette injustice-là, on va dire entre guillemets, en quelque chose de... en un rêve, je dirais. Et tu as des rencontres à ce moment-là qui ont commencé à poser les jalons de ce que tu allais devenir ou pas? Indirectement, ouais, je suis assez fataliste. J'ai eu des super belles rencontres. Moi, je vois déjà ma mère dans le social. Elle était taillée pour, on va dire, motiver et me garder droit face à la société. Ça, je trouve que c'est une richesse qu'on ne valorise pas assez, ce côté vraiment social. Les instituteurs, les profs, ce qui était génial parce que j'ai eu la chance de rencontrer pas mal de types de profils de professeurs. Et généralement, ça s'est mal passé. Parce Il y en a qui que t'ont inspiré ou pas?
Des professeurs, ouais, mon Ouais, incite. ouais, Ah ouais, mon incite, monsieur Vigroux là, j'oublie pas, mais tu l'as revu? malheureusement il est décédé, Ah, mais je revois ses enfants, ah, sympa. ses filles et j'oublierai jamais. Et comme on sait qu'on ne reparle plus jamais de Top Chef parce que, on a dû tellement t'en parler que tu veux peut-être, tourner la page, mais tu avais qui dans le jury de Top Chef à ton époque? Alors à mon époque, dans le jury de Top Chef, les monsieur Constant, que je vois toujours, monsieur Thierry Marx, qui est un exemple, qui m'inspire beaucoup là, avec la partie sociale, je trouve extraordinaire. Guylaine Arabian, elle aussi, j'aime beaucoup et j'ai la chance de connaître sa famille, et je l'aime beaucoup parce qu'elle a toujours été cash avec moi et je pense qu'elle est comme ça et moi, j'ai toujours appris à voilà, à regarder surtout et à écouter et écouter les conseils et Jean-François Piège. Et est-ce que tu es d'accord que ces émissions, elles permettent d'augmenter le niveau moyen des restos, de promouvoir toute la bistronomie? Parce que finalement, c'est depuis ces années-là que la qualité a, de notre point de vue, enfin en tant que consommateur, vachement augmenté. Tu rejoins ce constat ou pas? Ouais, ouais, je rejoins totalement ce constat, c'est incroyable, c'est, la magie de la télévision. De pouvoir, être vu, heu, en France, voire dans le monde et être reconnu, c'est quelque chose de, je dirais, de stimulant, d'intéressant. Ça a été un booster pour toi dans ta carrière? Parce qu'on découvre après que tu as ouvert pas mal de restaurants. Tu penses que ça a été un accélérateur? Ah oui, c'est un très grand accélérateur. Après, c'est comme beaucoup de choses, c'est l'image de ChatGPT ou d'autres choses, à un moment donné, il faut savoir ce qu'on en fait et aussi, l'équipe autour qui vous accompagne. Avant qu'on en vienne à l'équipe, tu peux nous expliquer le cheminement? Donc, tu as d'abord ouvert Pierre Sanguine Oberkampf. Oberkampf. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Pierre était en cuisine avec un autre. Un comptoir? Ouais, c'est ça. Ah ouais, on était que 2 Ouais, et c'est c'est ça. le bistrot et c'est vrai que, beh, j'ai pas mal étudié, surtout travaillé avec d'autres personnes et ce parti, entrepreneuriat, gestionnaire est quelque chose qui est vraiment clé et pour pas me griller la carrière, j'ai décidé de monter un bistrot parce que c'est bien plus simple à gérer pour moi, qui suis à la base un cuisinier, que monter un restaurant gastronomique où j'ai eu, on va dire, des expériences où financièrement, si je voulais rentrer dans le monde de l'entrepreneuriat, il sera toujours plus compliqué. Oberkampf, Gambé, Le Loft. Donc, il y en a Signature, signature, il y en a la 5 donc cave. la cave. Ouais, c'est vrai que ça peut faire beaucoup. Mais ça, je l'ai construit en espace pas forcément de 10 ans, mais ça fait depuis gamin que je rêve d'être entrepreneur. Et j'ai toujours eu la chance via ma curiosité, en regardant, la télévision, en lisant les journaux, en posant des bonnes questions auprès des gens qui m'inspirent, de pouvoir créer ma propre histoire. Et moi, ça fait depuis, 7 ans et demi que j'arrive en France, que je veux trouver quelque chose qui puisse me permettre de retourner en Corée et de pouvoir aider, des associations ou donner un coup de main, transmettre et surtout, je pense, être inspirant si possible. Ça, c'est vraiment ton moteur. Moi, c'est mon moteur, ouais. Et moi, je dirais ta générosité, parce que finalement, ton succès, il repose énormément sur ton désir de faire plaisir aux gens et aux clients consommateurs que nous sommes. Et ta générosité, on la retrouve à la fois quand on a une expérience dans tes restaurants et puis quand on te connaît en dehors du resto. Donc, est-ce que tu es d'accord avec ça, il faut faire plaisir pour que les gens soient fidèles? Alors, tu vois, je vais dire, ce que j'ai fait pour en arriver là. Déjà, la France m'a rendu service. Elle a été généreuse avec moi. Donc j'ai voulu faire un métier de service pour rendre ce que j'ai reçu. Après, on parle de générosité, c'est important que dans notre métier de service, on soit généreux dans ce qu'on fait. Moi, j'ai toujours grandi dans cette éducation-là. Et j'ai vécu des expériences chez d'autres patrons qui étaient trop généreux et qui ont fermé malheureusement leur restaurant. Et c'est hyper intéressant parce que tout en essayant au maximum d'être sincère et honnête, c'est dans la difficulté qu'on arrive à voir si c'est un ami ou un copain. Et dans le monde du business, dans le monde de l'entrepreneuriat, la chose qui me fait toujours vibrer, c'est cette liberté-là. Et il faut, je pense, pour moi, bien doser cela entre ma vie en tant que père de famille
et fier d'avoir 2 enfants, fantastiques, qui me donnent vraiment, ouais, le sourire tous les matins. Ma femme qui me supporte depuis 20 ans. Certains de mes responsables, piliers à mon Quand tu dis développement. support, pour juste les auditeurs, c'est que la femme de Pierre l'aide énormément et est impliquée dans tes business, hein. Ouais, je l'ai, ouais, comment dire? Ouais, je suis assez transparent, hein, je l'ai associée. Notre priorité en ce moment, c'est qu'elle s'occupe de mes enfants et on a toujours eu cet équilibre-là et surtout, moi, je le dis, j'aurais pas supporté 50 des choses qu'elle a dû supporter avec moi. Parce que j'ai fait ce choix-là et ça fait depuis, 20 ans qu'on vit ensemble, que je bosse 7 jours sur 7, quoi. Et donc la liberté, tu as réussi à l'acquérir en devenant entrepreneur. C'était ça le driver, être libre. Alors d'abord, je pense, le driver, c'était, savoir ce que je veux, ce que je veux pas. Je me suis beaucoup posé cette question-là par rapport à l'histoire de l'adoption. J'ai réussi à le transformer, à en faire le deuil et surtout de le retransformer en faisant, quelque chose de positif. Mais positif pour moi. Peut-être pour les autres, c'est compliqué. Mais c'est là où je veux voir l'impact que je peux avoir et surtout comment aujourd'hui, à mon âge et à mon niveau, je peux être utile pour mes équipes. Là, on va parler de l'entrepreneuriat. Ce matin-là, j'étais faire les croissants, on a ouvert un nouveau restaurant, j'étais faire les croissants, les cafés, les livraisons avec mes équipes. Bah, ils pensaient pas que j'étais là. Et j'étais voir vraiment sur le terrain ce qui se passait. Ça te tient à cœur de toujours rester opérationnel? C'est une question complexe là, tu vois. Ça me tient à cœur, oui, parce que on m'a transmis ça. Est-ce que je suis utile? C'est dans la transmission aux équipes, probablement. Je pense, ça dépend ce que tu en fais, et ça dépend qui sont tes relais. Ça, c'est hyper, hyper important. Aujourd'hui, si j'en suis là, c'est parce que j'ai su me créer un cadre privé et un cadre professionnel. Et par rapport aux décisions que j'ai prises avec, on va dire, mes équipes, avec le board, on s'est toujours sorti de notre zone de confort. Parce que j'ai 45 ans. Tu te remets en question régulièrement ou pas? Quelles sont les grandes décisions structurantes de remise en question que tu as pu prendre en tant qu'entrepreneur ces 10 dernières années? Alors après le Covid, on a fait, sur toutes nos structures, on a fait zéro de résultat, entre guillemets. C'était la première fois depuis 10 ans. C'était génial. Par contre, c'était pas cool, tu vois, parce que là, je me suis posé beaucoup de questions. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Et c'est un peu mon histoire, en fait, hein, ça fait penser, c'est comme si j'étais revenu, c'est comme si j'avais 7 ans et demi, ouais, tu vois. Après, je fais même beaucoup de parallèles avec l'arbre de vie, tu vois, parce que j'aime bien le vin et surtout les arbres donnent beaucoup de fruits et plein de choses, quoi. Je pense que dans la vie, dans l'année, il y a les saisons. Il peut y avoir des bourrasques de vent, il peut y avoir du grêle. À un moment donné, il faut se contenter de ce qu'on a et surtout assumer les choses. Et il y a différentes façons de gérer des entreprises. Et moi, je vois, j'ai pris exemple sur mes grands-parents où on s'autofinance. Si mes parents m'auraient pas, voilà, inculqué ça, peut-être je l'aurais pas fait. Donc dans les tips, c'est bien de s'autofinancer plutôt que de faire appel à des capitaux extérieurs, c'est ça? Tu vas pas faire la promotion de notre fonds, hein, en disant ça, mais bon, on n'est pas totalement Alors, en désaccord avec ça. C'est toujours mieux de s'autofinancer, mais pour financer ta croissance, tu étais passé par des banques ou tu as fait quand même un petit peu d'augmentation de capital? je suis passé que par les banques. Mais l'autre chose aussi qui est importante pour moi, hein, c'est que je pense que je serais passé par un fonds d'investissement, peut-être ça aurait fait l'effet Top Chef, tu vois, l'effet télévision. Et que moi, j'ai pas fait ça parce que j'ai la chance d'être indépendant. Mais bon, c'est beaucoup de contraintes aussi, hein. Et la sortie de tunnel, elle est très, 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 très longue. Mais surtout, moi, je l'ai fait pour ma famille, mes enfants et peut-être d'autres générations. C'est un choix personnel. Donc faut être patient pour réussir, ça on est entièrement d'accord. Finalement, le succès prend du temps. Alors, je sais pas. C'est vrai? C'est un peu le paradoxe, mais sur l'aspect financier, finance, ouais, je suis très calme, on va dire. Sur la partie opérationnelle, quand même, j'aime bien qu'on sorte de notre zone de confort et qu'on aille jusqu'au bout. Et là, en ce moment, tu vois, je parle beaucoup, on va dire, en façon start-up. Là, on est à fond sur tout ce qui est KPI, on est à fond sur le ROI et on extrapole sur nos secteurs. Et surtout, par rapport aux problèmes actuels que j'ai dans mes restaurants, c'est le turnover. J'ai changé totalement l'organisation pour qu'on privilégie à nouveau les apprentis qui travaillent au minimum 2 ans ou 3 ans avec moi.
Alors, tous les restaurateurs se plaignent de ne pas trouver de main-d'œuvre. Tu es dans ce cas-là aussi ou il y a une pénurie ou quelle est la raison si c'est le cas? En me concerne, j'ai 3 anciens apprentis qui sont responsables. Donc tu Mais les as fait monter et ils te sont fidèles. ouais, surtout, je les ai fait partir pendant 2 ou 3 ans, essayer de travailler auprès des meilleurs euh, pour les guider et surtout pour leur dire qu'à un moment donné, s'ils veulent revenir, il y aura toujours la porte ouverte. Cette seconde chance, tu sais, c'est un peu comme mon histoire. Et après, il y a des choses qui sont très difficiles, hein, très complexes. Il y a des super belles histoires. Mais à un moment donné, ouais, il faut essayer d'être optimiste quand même, c'est important. On est toujours en quête de reconnaissance et je reviens sur ce que tu disais. C'est quoi toi la plus belle reconnaissance que tu reçois? Est-ce que c'est, Pierre Hermé qui explique que tu es le meilleur restaurant à Paris ou en tout cas celui qu'il préfère? Ou c'est, de voir tes clients ravis quand ils sortent de ton resto? Ou L'équipe c'est Daphne qui revient toutes les 2 semaines. Non, ça va par des petites choses. Tu vois, ce matin, moi j'ai kiffé de me réveiller à 5h30, gare de Lyon, de voir ce qui se passe. Des fois, j'ai du mal à profiter de l'instant. La chance qu'on a de pouvoir, d'être avec vous, tu vois, boire un café ou les petites choses, quoi. C'est plein de petites choses. Parce que je reviens de très loin et je sais ce que j'ai dû faire pour en arriver là. Et c'est grâce à cela que je continue à entreprendre, quoi. Et je pense qu'il faut avoir les pieds sur terre aussi. si on revient sur, ta gestion des équipes, pour et donner, quelques conseils à des entrepreneurs d'industrie plus traditionnelle. Avec le recul que tu as maintenant, quels sont les drivers qui sont fondamentaux et ce que tu as pu apprendre en 10 ou 15 ans en tant que chef d'entreprise? Sortir de sa zone de confort, rester humble et mouiller le maillot, ou mouiller encore plus le maillot que. À côté des équipes? Ah ouais, j'invente rien. Là, en ce moment, je voulais sortir de l'opérationnel pour savoir où est-ce que je peux être plus utile. Et indirectement, on fonctionne comme dans les startups par rapport à tous les outils qu'on a. Je me suis rendu compte que les gens ne voulaient pas forcément le dire, mais là où je suis le plus utile, c'est là où il y a des problèmes, il y a des soucis. C'est important que c'est ce que moi je fais. C'est que je suis là pour montrer l'exemple et surtout dire que je suis dans tous les cas, je serai là pour les aider, quoi. La droiture que t'as inculquée ta maman, tu la transmets aujourd'hui à tes équipes? Je dirais ça, c'était plutôt mon père, ça. Non, j'ai la chance aujourd'hui, je sais pas si c'est la culture coréenne ou française, faire très attention à ce qu'on dit. Choisir ses mots. C'est les accords Toltec. Et faire attention pour laisser le terrain à d'autres personnes et surtout essayer d'être le plus. En essayant d'avoir une bonne image en fait. Je dirais il faut s'adapter. Moi, c'est mon histoire. Je suis un caméléon. Et surtout, là où je me donne pas de limite, c'est grâce à mes questions et grâce à mon réseau, c'est d'apprendre. J'apprends tous les jours. Censé se former. Ah, moi, je dis, je suis le padawan de Pierrick. Il me coach pas mal, il me prend beaucoup. Et surtout, ce qui est important, c'est se rendre compte de la chance qu'on a dans la transmission. Ça, on oublie beaucoup de choses, quoi. Ça se perd pas, ça. Ça, c'est de l'émotion, c'est une réaction, c'est la vie. Bon, on est entièrement d'accord. Donc le monde change en permanence et il change encore plus rapidement qu'avant. Et donc il faut pas, c'est ce qu'on a l'habitude de dire nous à nos entrepreneurs quand on se challenge mutuellement, c'est de considérer qu'il y a pas de enfin il y a pas de règles, il faut savoir se remettre en question en permanence et ne pas avoir de certitude et donc ça passe par l'apprentissage, qui doit être, permanent. C'est ce que tu disais. Et en cuisine aussi, est-ce qu'il y a beaucoup de changements en cuisine finalement? Tu utilises l'IA pour faire des recettes ou pas? Alors, j'ai essayé. C'est vrai? Ouais, moi, tu sais, je dis souvent là, je trouve que le mot chance, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'échecs. Il faut s'adapter, hein. Quand je dis sortir de ma zone de confort, c'est l'image de Internet. Si on n'utilise pas ces outils-là, je pense qu'à un moment donné, on risque d'avoir plus de soucis. Mais il t'aide ou pas? Donc pour revenir à l'IA là, Moi, il m'aide à faire sortir les informations que mes équipes veulent pas parler. d'accord, donc tu gères de la data, quoi, tu analyses de la data. À fond, Ah ouais. à fond, à fond, à Et fond, tu as un à fond. data scientist dans l'équipe ou?
Alors, bah, tu sais, moi, je suis un peu quand même, j'aime bien faire moi-même et quand j'ai quelque chose dans ma tête et voilà, je travaille à fond avec ça. Donc c'est toi qui fais des analyses de corrélation par rapport aux données que tu as? Alors, entre guillemets, je le fais au début, après j'externalise pour comprendre, en fait. Et en ce moment, de plus en plus, à cause du turnover dans certains services, j'externalise à fond. Et comment tu fais pour t'inspirer et te renouveler? Parce que nous, on est venu une multitude de fois, on mange jamais la même chose. Qu'est-ce qui fait que tu arrives à te renouveler comme ça? Parce que j'ai une super équipe. J'ai des gens qui sont bien meilleurs que moi sur le terrain, dans la transmission. Et surtout, je pense qu'il faut être transparent auprès des chiffres. J'essaie de remercier au maximum ces gens-là qui bossent avec moi tous les jours, des moments où c'est pas forcément agréable. Aussi auprès des jeunes, je pense il faut leur donner d'autres perspectives que le métier de cuisinier. C'est pour ça que je fais pas beaucoup de podcasts, excepté pour vous. Je pense que on m'aurait dit: «Gamin, grâce à ton métier, tu ferais ça aujourd'hui», j'aurais jamais cru. Mais les recettes, c'est tes équipes, c'est toi? Comment vous organisez pour, reprendre la question de Sophie, pour vous renouveler et toujours avoir de nouvelles idées? Et tu vois, ça fait quoi? Ça fait 30 ans que je bosse en cuisine. J'ai gardé toutes mes recettes, en pâtisserie, en cuisine, tout ça. Attends, et d'ailleurs, c'est une question, mais c'est quoi ton plat signature? Je connais ta sauce signature, mais finalement, j'arrive plus à avoir ton plat signature. C'est le bœuf, le plat signature ou pas? En fait, mmh, Mais c'est en fait, il faut sa je suis un métier de service. Si pour toi, Pierre-Éric, c'est le bœuf, non, je non, te non, dirais c'est oui. quoi? Non, dis-moi ce que c'est, parce qu'en fait Non, souvent les gens demandent le bœuf et le ouais, poisson croûte de sel. ouais. Après ça dépend, on s'adapte parce qu'on on change les menus par rapport à la saisonnalité et ça, c'est lié, via les producteurs, les paysans et surtout, c'est de travailler un maximum avec, les produits de saison, du locavore, si possible, des produits de Mais français. tu veux pas mettre un plat en avant plus qu'un autre? Tu veux pas faire la purée de Robuchon ou je sais plus quoi, le truc de lentilles, Ce qui est incroyable, c'est, de- tu sais, là, on s'est diversifié il y a 6 ans, là, en faisant de la nourriture takeaway. On essaie de Ah oui, revisiter c'est le ton bibimbap. bibimbap en fait. Oui. Le bibimbap et aujourd'hui, c'est un très grand succès. On en vend plus de 4000 par jour Oui. et on fait, si possible, avec, quoi, 80 de produits français. Et vous avez 3 points de vente sur le bibimbap? On a un peu plus. Un peu plus, OK. On a un peu plus et ce que je me rends compte, c'est que, par rapport à mon histoire et cette idée d'offrir quelque chose qui me ressemble, c'est, c'est de prendre ce qui est le mieux entre la France et la Corée. Et le bibimbap, c'est une conséquence du Covid ou c'était déjà un peu dans les cartons? Je dirais le Ou c'est une Covid a été adaptation? un accélérateur. OK. Après, ce que je me dis toujours dans le mindset d'un entrepreneur, il faut qu'il ait toujours un temps d'avance. C'est pour ça que peut-être, j'ai beaucoup, beaucoup d'idées, mais je me suis toujours dit, qu'à un moment donné, il vaut mieux avoir toujours plus d'idées pour comprendre son écosystème. Et le bibimbap, avec ce qui se passe en France et tout ça et en racontant mon histoire, c'est ce voyage entre la France et la Corée. Si possible, je disais avec 80 de produits français. Sur les 80 des produits français, il y a 60 c'est que des copains et je veux entretenir ces relations-là parce que je trouve que c'est très, très, très important. Et tu parlais d'échecs aussi, tu as essuyé beaucoup d'échecs. Est-ce que tu peux nous parler du plus gros raté? Tu sais, j'en ai fait un paquet. Moi, je Oui. crois que je suis spécialiste de l'échec. Mais T'as c'est de bien, mais mauvaises tu rebondis. Ah oui, je suis spécialiste de l'échec. bon, nous, on voit que les succès, là, raconte-nous un peu. Oh non, tous les jours, tu vois, là, ce matin, j'étais voir mes équipes, là. C'est pas un échec, mais c'est ce qui est bien en cuisine, c'est on fait un métier de service, hein, on sauve pas des vies, hein. Donc on peut faire des erreurs, quoi. Non, c'est surtout ce qu'on va faire des échecs et c'est des erreurs, en fait. Et de la façon que tu vas partager, transmettre. Moi, on m'a toujours dit: «Des contraintes en fait une opportunité». Et ce qui est génial, c'est que des fois, il faut le dire, hein, des fois je me plante, hein, et ça me fait du bien. Et je pense que de se planter devant les gens, devant tes équipes, ça montre que tu es accessible, quoi. Que Ça tu es humain. T'es sensible aux commentaires et recommandations des réseaux sociaux? Parce que, en fait, vous faites le métier quasiment le plus difficile, en dehors de ce que tu disais des médecins qui sauvent des vies. Vous êtes jugé sur chaque plat et c'est dur à vivre ou pas? Parce que finalement, la moindre erreur est sanctionnée, une moindre cuisson défaillante, ben, ton client, il va dire que c'était raté
Et puis il va peut-être en faire un commentaire et comme on sait qu'un commentaire négatif généralement est 10 fois plus, puissant qu'un commentaire positif. Tu le vis comment ça? Tu les lis ou tu essaies de t'affranchir, de t'abstenir de regarder tout ça? Non, non, je lis bien tout. Ah ouais, tu lis Ah tout, ouais, ouais, ouais. c'est hyper important. C'est les règles du jeu, hein, j'invente rien. Il faudrait que si j'ai du mal à assumer ça, je change de métier. Ah OK, mais donc tu y arrives, quoi. Il faut. Je dis Ouais. souvent, j'ai les petits yeux, tu vois, mais je vois comme tout le monde. Mais à un moment donné, ouais, il faut rester humble. Non, non, il faut l'assumer et surtout, voilà. Après, il faut pas s'enflammer non plus, hein. Moi, je fais qu'à manger. Et voilà. Si les gens repartent juste avec un sourire, c'est génial. En ce moment, on a besoin de ça, quoi. Mais il y a des critiques qui te blessent parfois ou pas? Oui. Ouais. Mais Tu y réponds, quoi, et tiens. ouais, parce que, tu vois, l'adoption, au début, je n'étais pas armé intellectuellement et j'ai vu ça comme une injustice. Et ce qui est magique, c'est qu'au fur et à mesure, j'ai compris en fait ce que me disaient mes grands-parents, ma mère, mon frère, mes instits, mes profs et tout. Ce que j'en ai fait après. Et c'est ça qui est important et ce qui fait que mes restaurants marchent, c'est que il y a de la stabilité. Il y a des gens comme Patricia Madaf qui est là depuis plus de 8 ans. Il y a des gens comme Florent et Jean et Mathilde qui me supportent depuis plus de certains 10 ans, tu vois. À un moment donné, c'est avec du temps qu'on peut avoir plus confiance, qu'on peut peut-être créer des choses, mais quand on crée des choses aussi, derrière, il peut y avoir d'autres échecs, hein. La vie, c'est pas un long fleuve tranquille, hein. Donc on accepte plus facilement les échecs et les critiques, quoi. Ouais, c'est les règles du jeu. À un moment donné, on peut pas toujours gagner. C'est comme nous dans l'investissement. Il y a les succès et les échecs. Eh oui, on en voit tous les jours. Et tu nous parlais de vin tout à l'heure. Quelle place tu lui donnes dans tes restaurants? C'est une passion parce C'est toi que qui sélectionnes tout, tu goûtes tout? alors, je goûte pas mal. Non, c'est que, je pense que c'est mon écosystème, le vin. Par contre, j'aime bien savoir avec qui je travaille, qui je représente. J'essaie de sensibiliser nos clients et mes équipes sur ça, quoi. J'oublie pas, cette fidélité et par rapport à mon histoire, les gens qui ont toujours fait confiance, malgré mes échecs, malgré mes questions, des fois, des mauvaises situations. C'est avec le temps et moi, je vois, là, en ce moment, j'ai des copains qui ont quelques difficultés, à vendre du vin. Je suis le premier à les aider. J'essaie de faire un peu comme vous. Voilà. Et si on fait un peu de prospective, là, comment tu te vois à la fois toi dans 10 ans et comment tu penses que le marché va évoluer? Tu vois, ou si on prend, on s'inspire, alors on s'inspire, ou si on observe ce qui se passe dans les pays anglo-saxons, je crois qu'aux États-Unis, tu as 70% ou même plus des repas qui sont pris hors domicile, qu'à New York, les promoteurs mettent plus de cuisine dans les appartements pour éviter d'utiliser de l'espace inoccupé, mais juste une petite kitchenette avec un micro-ondes et un évier. Et donc, bon, on ne juge pas, mais en tout cas, c'est ce qu'on observe. Heu, Nous, là, en France, enfin, la cuisine fait partie de la culture, c'est un art, l'art culinaire. Tu penses qu'on va vers ça? Parce que dans les grandes villes, on voit qu'il y a de plus en plus de delivery ou quelle est ta vision de l'évolution du marché et toi, comment tu vas inscrire tes innovations dans ce monde qui va changer? L'idée, c'est que dans 10 ans, je retrouve 30% de mes équipes qui sont à l'heure actuelle avec moi. Donc, je dois me poser en tant qu'entrepreneur et je dois anticiper et surtout faire mieux que mes concurrents. Donc, il faut les intéresser et faire un pack d'associés ou trouver des choses qui peut-être n'existent pas encore, qui vont faire que ces gens-là arrivent à se projeter avec moi. C'est un peu comme nous, en fait. Oui. Est-ce que tu as des passions hors de la cuisine? Alors, je vous ai pas dit, mais j'adore la pêche. J'ai grandi en Auvergne, donc j'aime bien pêcher dans les ruisseaux, dans les rivières. Et je connais un de vos artistes créatifs qui est un grand pêcheur à la mouche. Des fois, on s'envoie des photos. Qui ça? Je peux pas le dire là, mais tu le sauras plus tard. On le fera en Euh, off. Après, les champignons, parce que j'ai grandi dans un lieu où il y a beaucoup de bois. Et surtout, la petite histoire, c'est que ces activités-là, ces loisirs-là, je les ai kiffés parce que je n'étais pas obligé de parler français pour Ouais. comprendre. Et c'est là où mes grands-parents, mes parents, ils m'ont laissé beaucoup de liberté, ils m'ont fait comprendre par ces mots que je peux exister.
Et je pense le déclic qui fait que j'étais cuisinier, c'est que de retour de cueillette, on préparait ces plats-là et on le partageait en famille, quoi. Et c'était les seuls moments où, en France, grâce à la tradition, je voyais mes parents de chaque côté, le midi, le soir, lors de ces moments-là. Et quand même, le repas, que ce soit en France ou partout dans le monde, quand même, c'est un moment qui est génial, quoi. Avec du bon vin, c'est encore mieux. Pierre Ne peut Sang, qu'être pêcheur à la d'accord. mouche. On pêche quoi, la mouche? J'y connais rien. Ouais, tu pêches de tout, tu vois. Tu Non, pêches on pêche de la truite fario, de la truite? ouais, de l'ombre. Après, ça dépend où on est. Mais ce qui est génial, c'est de pouvoir faire quelque chose toi-même. Et surtout, il faut valoriser la nature. On ne se rend pas compte de la chance qu'on a en France de vivre dans un territoire fantastique. D'où la richesse en ce qui concerne des recettes gastronomiques, ou des traditions, ou des fromages, ou du vin. On a une mine d'or là. T'es pas encore en province? La province, j'attends. J'attends. On a pas mal de sollicitations. Pour l'instant, je prends le temps. On a fait une ouverture à Séoul en restaurant pop-up avec Louis Vuitton. On a lancé la première chaîne de restaurants. Ça, c'était un clin d'œil pour ma femme, parce qu'elle est coréenne, pour mes enfants, pour dire que peut-être plus tard, on fera quelque chose là-bas. Pour l'instant, on décline gentiment parce que les propositions qu'on a ne sont pas assez concrètes pour nous. Et surtout, on va être fidèle, on va dire, à nos clients français. Après, on est en train de voir. Ça va très vite. On fait pas mal d'événements là à l'étranger. Là, on a été à Miami. Ce qui est hyper intéressant, c'est grâce à mon métier, je peux pas mal voyager, rencontrer des gens. On se rend compte que là-bas, au niveau de la nourriture et au niveau de l'économie, ils ont 5 ans d'avance. Moi, je me pose beaucoup la question en ce qui concerne la gastronomie, ce qu'on va en faire, comment on va la valoriser, promouvoir, et surtout la rendre accessible. En France, on a toujours eu la chance de toujours trouver des solutions. Je pense qu'on a tout pour réussir. Moi, l'avenir, je la vois belle, grâce à des personnes qui sont inspirantes et surtout qui sont bons, qu'on valorise peut-être pas assez. Ça viendra. Et surtout, on a tout pour être heureux ici. Donc t'es optimiste, même si on a quelques problématiques à régler, on va y arriver. Ouais, je suis optimiste T'es parce que, résilient, ça c'est propre aux entrepreneurs. ouais, résilience, c'est la base. Après, surtout, je pense qu'il faut être accessible et je suis optimiste parce que j'assume les conséquences de ce que j'entreprends, ce que je fais. Et surtout, des fois, ça peut déplaire à des personnes, mais je leur explique pourquoi je le fais comme ça. Et surtout, j'essaie d'être moi-même, quoi. Peut-être ma méthode n'est pas forcément bonne pour eux. Généreux, authentique, Pierre Sang. Magnifique. Merci pour ce témoignage. Et merci à vous. Est-ce que tu as un mot de la fin, quelque chose à transmettre aux auditeurs? Non, j'ai une vie personnelle qui m'a beaucoup, beaucoup aidé. Je pense que chaque personne peut réussir dans son domaine si elle rencontre les bonnes personnes. Et si elle travaille aussi? Non, il faut un engagement incroyable dans vos métiers, non? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à des Alors, tu vois, des jeunes apprentis, qui se lancent dans cette voie-là? Sachant qu'il y a de plus en plus de jeunes qui vont vers des formations, de cuisine. c'est l'apprentissage, je trouve, c'est l'avenir. Aussi, je pense, si j'ai des petits yeux aussi, c'est parce que je travaille beaucoup. Et le travail, beaucoup de travail, c'est peut-être un peu de chance. Et le travail Ouais, on finit la par provoque payer. ouais, on la provoque la chance, hein. Authenticité, Bah, tu le disais, générosité, derrière la chance travail. se trouve le travail. Allez au boulot, salut. Merci à vous. Merci Merci beaucoup. Pierre, À c'était très vite. super. Ciao. Ciao.